Walt Disney, Warner Bros, DreamWorks ou même Blue Sky. Ce sont les noms de grands studios nous ayant fait voyager plus jeunes et continueront à créer dans l'objectif de faire rêver des générations. Des studios qui, à travers leurs films, véhiculent des messages forts et sans même en avoir l'objectif, nous éduquent. Des studios collaborant main dans la main, encourageant les œuvres originales et soucieux des messages diffusés dans leurs œuvres. Bon, vous l'aurez bien compris que c'est plutôt discutable pour certains éléments, surtout actuellement, entre les néophytes méprisant l'industrie et la qualifiant de pompe à fric sans âme parce qu'ils se sont sentis souillés en découvrant que Disney n'était pas si féerique que ce que l'entreprise aimerait nous faire croire, et ceux qui à l'inverse pensent que c'est une industrie toute rose et toute belle, on se retrouve avec beaucoup d'a priori sur l'animation, mais très peu d'informations sur les studios et la création des œuvres avec lesquelles nous avons grandi. Bonjour, bonsoir à toi, je suis Agapé et tu regardes Parlons, l'émission où j'essaie de t'étaler le peu de culture que j'ai comme de la confiture sur la tartine qu'est YouTube. Cette vidéo est due à une réflexion que je me suis faite. Le monde de l'animation est complexe et si on n'est pas un gros chômeur qui passe sa journée à mater des dessins animés et à traîner sur internet en peignoir, c'est un peu compliqué d'avoir un avis global dessus. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les origines de l'animation américaine ainsi que les influences qu'ont eu celle-ci sur nos œuvres actuelles. Mais avant cela, petit disclaimer, je tiens à souligner avant tout que je ne suis en aucun cas spécialiste sur le sujet, que je n'ai pas fait d'études d'animation et que je ne suis pas créateur de dessins animés ou quoi que ce soit. Je suis seulement curieux et vu que ça fait 15 ans que c'est moi le gros chômeur en peignoir qui regarde des dessins animés toute la journée, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager le peu de connaissances que je possède à ce propos. Donc soit dit au passage, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, en plus c'est bon pour le référencement, donc on n'a pas à se plaindre. Dans cette vidéo, on va plus précisément s'intéresser à l'origine de l'animation aux États-Unis et aux principaux acteurs de cette future industrie. Et pour cela, commençons par le début. Bien entendu, je ne vais pas parler des origines de l'animation en général, car rien que ce sujet pourrait être une vidéo à part entière. Donc non, désolé aux 2 L3 en art de l'animation qui chouineront dans leur coin, mais non, on parlera pas du disque. Voilà, je vous mets le nom ici parce que j'arrive jamais à le prononcer, ou du Tomatrope. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est le tout premier dessin animé américain de l'histoire sur caméra argentique. Comme vous pouvez le voir, c'est une animation assez simple pour nous actuellement, mais qui à l'époque était vraiment incroyable. La technique utilisée consiste en gros à prendre en photo le dessin fait à la craie sur un tableau noir, puis à changer à détail, reprendre la photo et recommencer l'exercice à chaque fois afin de créer une animation. C'est une technique assez traditionnelle pour animer, et c'est une technique qui sera réutilisée bien des années plus tard pour faire par exemple de la stop motion avec à peu près tout et surtout n'importe quoi en fait. Et ce ne fut qu'un début. De nombreux artistes fascinés par ces dessins animés commencèrent eux-mêmes par en produire, chacun avec des ambitions différentes et des idées plein la tête. Ne pouvant évidemment pas citer tous les studios de l'époque car je cherche à faire une vidéo assez simple et assez concise, j'ai retenu uniquement 3 studios que je juge importants dans l'histoire de l'animation américaine. Max et Dave Fletcher sont 2 frères employés de la J.R. Bray Studio lorsqu'en 1919 ils créent le court-métrage Out of Inkwell grâce à la rotoscopie. Et là tu vas me demander ce que c'est la rotoscopie et en grand seigneur je vais te répondre parce que bien entendu je suis là pour ça. La rotoscopie c'est une technique développée par les frères et qui permet d'animer des personnages de manière réaliste et à moindre coût. En gros, l'animation est faite à partir de prises de vue réelles sur lesquelles on dessine par-dessus pour rendre les mouvements plus fluides, comme pour récemment Violet Evergarden ou par hasard SNK vu qu'on est en plein dedans. Le court-métrage des 2 frères introduit les codes typiques de l'animation, tels que les étoiles qui tournent au-dessus de la tête du personnage quand il est sonné, qui est d'ailleurs un code pris aux comics de l'époque, et on peut même dire que la série est très novatrice, et même méta, comme disent les jeunes fans d'animé sur Twitter. L'animation interagit avec son auteur et ça crée un effet comique qui est réutilisé dans bien des œuvres dans le futur. La série a eu un énorme succès, ce qui les encouragea à fonder leur propre studio Out of the Inkwell Film, et ils ont eu raison, notamment parce que le studio où ils bossaient avant a fermé peut-être quelques années après, et par peut-être je veux dire oui, et notamment parce que c'est ce studio, donc leur studio qu'ils ont créé, qui a créé le fameux personnage de Betty Boop et aussi Coco le clown, qui est un personnage un peu moins connu chez nous que chez les Américains, mais qui est quand même un phénomène et on en reparlera plus tard. D'ailleurs, le saviez-vous, Betty Boop, lors de sa sortie, était le tout premier personnage féminin de l'histoire de l'animation américaine à avoir sa propre série. Le personnage est hyper sexualisé, du coup, paye ta représentation quand t'es petite, mais bon, le personnage a été créé en 1930, donc on ne pouvait pas forcément s'attendre à mieux niveau représentation féminine à l'époque, au vu des mœurs. Sachant que, encore aujourd'hui, donc 91 ans plus tard, beaucoup de studios d'animation japonais et américains utilisent encore la plastique de la femme en animation pour attirer le public masculin. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'aborderai sûrement la représentation de la femme dans l'animation dans une autre vidéo, et justement, on reparlera à ce moment-ci de Betty Boop. 1934 va faire très mal au studio.
puisque cette année-là est mise en place par Hollywood le code AIS, aussi connu sous le nom de code de production. Ce code consistait en gros à demander aux producteurs de contenu cinématographique de s'auto-censurer. Ce document interdisait la diffusion de scènes relatives au crime, à la violence, à la religion ou encore la cruauté envers les animaux. Comme je vous l'ai dit, Betty Boop est le personnage le plus connu par le studio Fleischer et l'était déjà à l'époque, donc vous vous doutez que de devoir censurer leur personnage gagne-pain fut un énorme problème. C'est un personnage qui était très sexualisé et c'est ce qui plaisait au public. Sachant que le public ne s'intéressait au dessin animé qu'en grande partie pour la sexualisation du personnage, plus personne ne regardait le dessin animé. D'ailleurs, si ce code a été mis en place, c'est pour bien entendu lisser le média afin qu'il corresponde aux valeurs morales véhiculées aux États-Unis. Valeurs qui à l'époque étaient bien entendu très influencées par l'église catholique, toujours aujourd'hui mais on va pas revenir dessus. Et d'ailleurs, qui a rédigé les ébauches de ce code? Eh bien, c'est Martin Quigley, un éditeur catholique, ainsi que Daniel Haylord, un prêtre jésuite. La boucle est bouclée, passons à la suite. C'est la mise en place du code de production qui va signer le début de la fin pour le studio Fleischer. Celui-ci va peiner à se renouveler après la censure et va même aller jusqu'à reproduire des titres très clairement inspirés par la Walt Disney Company. Le studio va tout de même réaliser la première série Superman en 1941 qui va avoir un succès plutôt conséquent et qui sincèrement a de la gueule, franchement je trouve ça impressionnant, mais cela ne va pas être suffisant pour renflouer la trésorerie bien vide de l'entreprise, donc en 1942, les frères Fleischer, après avoir hypothéqué leur studio à Paramount, furent remerciés, comme aime le dire poliment Wikipédia. On ne présente plus l'entreprise fondée en 1923, ni son fondateur Walt Disney décédé en 1966, mais ce que l'on oublie souvent de présenter, c'est l'âge d'or de l'animation américaine. En 1928 commence l'animation sonore et avec cela l'âge d'or de l'animation américaine, période où les courts-métrages animés se sont réellement popularisés sur le petit écran. C'est notamment la naissance du court-métrage d'animation américain le plus iconique. Et oui, car après un problème avec son personnage d'Oswald le lapin chanceux, Walt Disney finira par remplacer le lapin un peu cringe par une souris que l'on connaît bien, Mickey Mouse, dans ce court-métrage appelé Steamboat Willie. Déjà en 1922, avec Alice Comedies, le studio avait montré une créativité surprenante en intégrant des prises de vue réelles aux animations. Alors synchroniser le son à l'image en 1928 fut le réel fer de lance de la série Mickey Mouse. Le personnage est alors devenu une des représentations les plus connues dans le monde et ce fut le début du méga empire nommé The Walt Disney Company. Des années plus tard, en 1937, sort Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage de Disney qui comptait beaucoup sur ce film pouvant décider du futur de l'entreprise. Comme on le sait, ce fut le plus gros succès cinématographique de son époque à sa sortie, le film est encensé, on parle même de la folie Disney. C'est le début du premier âge d'or de Disney qui durera jusqu'à la mort du cofondateur de l'entreprise, Roy Oliver Disney, en 1971. L'entreprise à la pointe des innovations durant son âge d'or, Disney développe au sein de ses studios de nouvelles techniques afin de toujours plus améliorer l'expérience du spectateur. La caméra multiplane est notamment un de ces produits développés par la boîte. Il va permettre, un peu à la manière du système de calque sur Photoshop, la superposition de celluloïdes ou feuilles transparentes si vous préférez, ce qui va permettre de dessiner chaque plan indépendamment des autres et donc ça va leur éviter de perdre du temps à redessiner les décors pour chaque image. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce studio car il est déjà extrêmement connu et qu'il y a déjà beaucoup d'idées qui abordent très bien le sujet. Donc en conclusion, Disney reste le studio d'animation le plus connu au monde et a très souvent été imité, comme j'en parlais tout à l'heure, avec le studio Fleischer, ce qui démontre que l'entreprise dominait très clairement le marché à cette période-ci et qu'il n'y avait aucune concurrence. Enfin, peut-être pas, car un studio ne souhaitait pas faire comme les autres concurrents, c'est-à-dire copier Disney en espérant tirer son épingle du jeu, celui-ci avait l'ambition de proposer un tout autre genre de cartoon. Durant cette période, des représentants de la Warner Bros rencontrent deux hommes, Hugh Harman et Rudolph Ising. Ces deux hommes sont d'anciens employés de chez Disney et ont travaillé sur des projets importants, notamment Alice Comedies, Oswald et Mickey Mouse. Ils se sont rencontrés lors d'un concours d'animation avec leur court-métrage Bosco, un personnage animé parlant et chantant, et c'est précisément ça qui a différencié leur travail de celui des autres. Bon, ça et d'avoir bossé chez la concurrence. C'est comme ça que Warner leur proposera de travailler avec Léon Schlesinger pour un nouveau studio Warner Bros Cartoons afin de créer deux séries, les Looney Tunes et Merry Melodies. Les anciens collaborateurs de Disney ne souhaitaient absolument pas en arrivant chez Warner Bros faire de pâles copies de ce qu'ils faisaient chez la souris. C'est pour cela que toute l'équipe supervisée par Tex Avery tâchera de se démarquer des œuvres de Walter Disney, en adoptant un style bien plus comique avec une exagération des codes du genre, en reprenant par exemple les étoiles au-dessus de la tête des personnages quand ils sont sonnés, exactement comme avec Humorous Faces of Funny Faces quelques années plus tôt. L'objectif était de créer des expressions faciales inoubliables et un style identifiable au studio de l'époque. C'est avec ses ambitions et carte blanche sur tout ce qu'il faisait que dès 1935, les personnages les plus célèbres des Looney Tunes furent créés, Bugs Bunny et Daffy Duck. L'entreprise a été considérée comme le principal concurrent à Disney, si bien qu'en 1942, ce n'est plus Mickey, mais Bugs Bunny le personnage animé le plus populaire, ce qui s'était d'ailleurs répercuté sur les ventes et la popularité des courts-métrages. Warner surpassant à ce moment-ci Disney. Ce qui faisait le succès du studio durant leur début, c'était leur équipe de production, ainsi que l'alchimie créée
entre les animateurs, le tout supervisé par Tex Avery, un grand réalisateur de l'animation américaine. D'ailleurs, pour ne pas faire l'erreur, Le Monde Fou de Tex Avery est un hommage à ce réalisateur, et non une série qu'il a réalisée lui-même. En bref, c'est cette alchimie entre les talents du studio qui a permis le succès des œuvres jusqu'au milieu des années 50, avant que le studio ne dépérisse et ne ferme en 1969. Cependant, en 1980, Warner Bros va rouvrir un nouveau studio, Warner Bros Animation, qui est notamment connu pour avoir fait tous les films Scooby-Doo, et il y en a une tonne, mais aussi les films d'animation du DC Animated Universe, dont je suis particulièrement fan de certains opus. Pour conclure, chacun de ces studios a eu une influence sur l'animation américaine actuelle, que ce soit par leurs techniques utilisées ou par les icônes qu'ils ont créées. Qu'ils aient été éphémères ou encore d'actualité, ces grands noms de l'animation ont permis l'émergence de jeunes artistes créant à travers ce média. Et rien que pour cela, je trouvais que cela valait la peine qu'on s'y attarde. J'espère que cette vidéo un peu chiante mais intéressante, je l'espère, vous aura plu. D'ailleurs, sur cette chaîne, je compte parler d'animation car c'est un de mes sujets préférés. Cependant, j'ai d'autres passions et lubies, donc vous pourrez retrouver par exemple des vidéos sur Hearthstone ou des sujets un peu plus littéraires comme la réécriture que je compte sûrement aborder bientôt avec des sujets d'actualité. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.